Bonjour et bienvenue pour cette analyse. Aujourd'hui, on se penche sur un accord militaire assez récent, celui signé en juin 2025 entre le Maroc et l'Éthiopie. Oui, un accord qui fait parler, effectivement. On a consulté pas mal d'analyses d'experts pour essayer de comprendre ce rapprochement. Surtout dans le contexte qu'on connaît, tendu autour du Nil et du fameux grand barrage de la Renaissance éthiopien, le GERD. C'est ça. Alors, la question, c'est quelle est vraiment la portée de cette nouvelle coopération et comment elle est perçue par les acteurs clés. Je pense notamment à l'Égypte. C'est une situation complexe, on va le voir. Ça mélange la diplomatie, la sécurité, et puis cette question absolument vitale de l'eau. Les points de vue sont très, très divergents. Commençons par l'accord lui-même. Signé à Rabat début juin 2025. Il est qualifié de global. Qu'est-ce que ça recouvre, ce terme global ? Global, ça signale déjà que c'est un cran au-dessus, quoi. On dépasse les échanges, disons, classiques de formation, d'exercices conjoints qu'on a pu voir avant. D'accord. Là, on met en place une commission militaire mixte pour un suivi régulier et surtout, et c'est ça le point clé, je pense, la coopération s'étend à des domaines assez sensibles. Comme ? On parle de technologies avancées, de cybersécurité, d'intelligence artificielle et même de santé militaire. L'IA, le cyber, c'est pas anodin, ça touche potentiellement au renseignement, à la guerre électronique. Si on se place du côté marocain maintenant, comment est-ce qu'on justifie cette démarche ? Surtout vis-à-vis de l'Égypte, avec qui l'Éthiopie a quand même des relations compliquées. Alors, la position marocaine, telle qu'elle ressort des analyses, c'est de dire c'est une coopération normale. Ça s'inscrit dans une stratégie plus large de diversification des partenariats en Afrique. Une diversification, d'accord. Oui, et on insiste beaucoup sur le fait que ça ne vise aucun pays tiers, surtout pas l'Égypte, qui est qualifié de pays frère. Le discours officiel met en avant la solidarité arabe, la volonté de faire partie des solutions, pas des problèmes. Donc pas une alliance militaire. Non, ils insistent là-dessus. Ce n'est ni un pacte de défense, ni une alliance militaire formelle. C'est présenté comme une coopération sectorielle, en quelque sorte. Les analyses qu'on a lues mentionnent souvent que la politique étrangère marocaine est quand même très guidée par la question du Sahara occidental. Est-ce que cet accord s'inscrit là-dedans ou est-ce que l'argument de la diversification tient vraiment ? C'est un facteur, bien sûr, le Sahara reste central pour Rabat. Mais la communication marocaine essaye de ne pas le présenter comme l'unique moteur. On met aussi en avant des projets de développement panafricain, comme ce fameux corridor LAP7. Ah oui, celui qui doit relier l'Afrique de l'Est et l'Afrique centrale. Exactement. Ça permet au Maroc de projeter une image de partenaire engagé dans le développement continental, au-delà de ses propres intérêts immédiats. Très bien. Alors, changeons de perspective. L'Égypte. Même si le Maroc se veut rassurant, comment le Caire reçoit cet accord ? Surtout avec ce dossier ultra sensible du Nil. Officiellement, le Caire joue la carte de l'apaisement. On souligne les relations stratégiques, solides et historiques avec Rabat. Ça, c'est la façade. Mais derrière l'Ubuzel. Derrière, dans certains cercles, disons moins officiels, et ça remonte beaucoup via les réseaux sociaux, il y a de vraies inquiétudes. La crainte, c'est que ce partenariat, surtout sur le volet technologique, il renforce les capacités éthiopiennes. Justement, au moment où le dossier du GERD est hyper tendu. Exactement. Le timing interroge. Et puis, il y a eu ces rumeurs, jugées infondées par la plupart des analystes, mais qui circulent. Les histoires d'armes israéliennes qui transiteraient par le Maroc. Oui, c'est ça. Ça joue sur la normalisation récente Maroc-Israël. Mais encore une fois, ça semble peu crédible. Le vrai sujet, le cœur du problème pour l'Égypte, c'est la sécurité hydrique du Nil. C'est qualifié d'existentiel, de question de vie ou de mort. Pour le Caire, le GERD a déjà réduit sa part d'eau. On parle de 70 milliards de mètres cubes qui auraient été retenus, même si, actuellement, avec les crues, l'impact n'est pas forcément visible à court terme. Mais le risque à long terme, en cas de sécheresse ? Voilà. C'est ça la crainte. Et la position égyptienne est claire. Toute menace directe sur son approvisionnement en eau entraînerait une réaction ferme, même si, pour l'instant, la voie diplomatique reste privilégiée. Il y a aussi une perception dans ces cercles égyptiens que l'Éthiopie entretient des relations tendues avec tous ses voisins, pas seulement l'Égypte. D'accord. Et l'Éthiopie, justement, comment voit-elle cet accord et sa propre position dans la région ? Alors, Addis Abeba, elle, se présente comme une puissance régionale montante. L'accent est mis sur le développement, l'énergie, grâce au GRD, l'agriculture. Elle maintient que le barrage est terminé et qu'il ne nuit ni à l'Égypte ni au Soudan. Elle utilise l'argument des crues récentes.
Oui, elle pointe les crues pour dire « vous voyez, l'eau passe ». Et elle retourne un peu l'accusation en disant que le Caire cherche surtout à freiner son développement par peur de son succès économique et régional. On met aussi en avant le dialogue jugé cordial entre les premiers ministres égyptiens et éthiopiens au sommet des BRICS. Et l'accord avec le Maroc pour Addis Abeba. C'est vu très positivement, comme un moyen de renforcer la sécurité collective sur le continent. La lutte antiterroriste, les mouvements séparatistes, etc. L'Éthiopie rejette l'idée qu'elle serait isolée ou agressive. Elle cite d'ailleurs des efforts diplomatiques récents, y compris avec la Somalie. On a donc vraiment deux narratifs qui s'affrontent. D'un côté, une coopération jugée normale, légitime. De l'autre, une perception de risque stratégique indirect. Et au milieu, ce barrage vu comme bénéfique ou comme une menace existentielle. C'est tout à fait ça. Et ce qui ressort des analyses, au-delà de l'accord lui-même, c'est que tout ça s'inscrit dans un jeu d'influence plus large en Afrique. Les alliances bougent, on parle du rôle des Émirats, d'Israël aussi, on l'a mentionné. Oui, Et fondamentalement, ça touche à ce dilemme, comment concilier les ambitions nationales, qui sont légitimes, avec la gestion de ressources partagées, vitales, comme l'eau. La méfiance, elle, reste très présente. Certaines sources égyptiennes décrivent l'Éthiopie comme historiquement suspicieuse et peu encline à la coopération sur le Nil. Ça dessine un tableau complexe des équilibres géopolitiques en Afrique, aujourd'hui. Entre les ambitions nationales, la sécurité régionale, les liens historiques et cette gestion cruciale des ressources partagées. Tout à fait. Et ça soulève une question, peut-être pour aller plus loin. Est-ce que cet accord maroco-éthiopien, c'est juste une coopération ponctuelle, ou est-ce que ça préfigure un nouvel axe sécuritaire, un axe qui pourrait potentiellement bousculer un peu les cadres traditionnels, comme la solidarité arabe, au profit de logiques, disons, plus panafricaines ou subrégionales? une question ouverte, effectivement. Oui, c'est une dynamique qu'il faudra suivre de très près dans les mois et les années à venir. Merci beaucoup pour cet éclairage et merci à nos auditeurs d'avoir suivi cette analyse.